Monsieur le Premier Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, nous procédons à présent à une audition pour donner suite à l'enquête de la Cour des comptes réalisée à la demande de notre commission en application du deuxième alinéa de l'article 58 de la loi organique relative aux lois de finances sur la politique d'installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles. Le sujet se situe à la croisée des chemins d'enjeux économiques et environnementaux. Il trouve également une résonance particulière en une période où l'on parle beaucoup de souveraineté en matière alimentaire. Le milieu agricole n'étant certainement pas un marché du travail comme les autres, nous devons y porter une attention particulière et nous interroger sur le manque d'attractivité des professions pourtant essentielles. Parmi les leviers dont nous disposons figurent des dispositifs d'aide à l'installation des agriculteurs, dont l'efficience a été évaluée par la Cour des comptes. Nous recevons donc son premier président, M. Pierre Moscovici, qui nous présentera les principales conclusions de cette enquête. Il est accompagné par Mme Annie Poder, présidente de la deuxième chambre de la Cour, et des magistrats qui ont préparé cette enquête. Je vous informe par ailleurs du fait que les rapporteurs spéciaux de la mission Agriculture, Alimentation, Forêt et Affaires rurales, messieurs Vincent Ségouin et Patrice Joly, procéderont à une série d'auditions complémentaires afin d'entendre les services du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, le cabinet du ministre, le syndicat Jeunes Agriculteurs, la FNSEA, et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Ces auditions au format rapporteur seront ouvertes à celles et ceux d'entre vous qui souhaiteraient y assister. Après avoir entendu M. Moscovici, notre rapporteur spécial Vincent Ségouin présentera les principaux enseignements qu'il tire de cette enquête. À l'issue des débats, je demanderai aux membres de la Commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes. Je vous rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat. Monsieur Moscovici, je vous laisse à présent la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je change donc de casquette et de sujet, passant du Haut Conseil et de la loi de programmation militaire à la Cour des comptes et au rapport de celle-ci relatif à la politique d'installation des nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles. J'ai toujours un grand plaisir à vous retrouver. Je suis heureux que cette audition nous en offre l'occasion sur un sujet aussi délicat que passionnant qui, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, nous concerne tous. En effet, alors que plus de 40% des chefs d'exploitation atteindront d'ici 10 ans l'âge du départ en retraite, la question du maintien et du développement de notre tissu agricole est cruciale. Et je pense que nous pouvons tous convenir que celui-ci doit demeurer un outil au service de notre production agricole dans un contexte d'inflation des produits alimentaires, mais aussi de nécessaire transition écologique de notre modèle. Vous nous avez saisi en janvier 2022 d'une demande d'enquête sur l'installation des agriculteurs sur le fondement de l'article LO 58.2 de la loi organique du 1er août 2021. C'est en effet le rôle de la Cour de contribuer à votre contrôle sur les dépenses publiques, y compris dans un domaine qui n'est pas facile à appréhender, comme celui de l'installation des jeunes agriculteurs, un peu loin des sujets dont nous sommes coutumiers, mais c'est une bonne chose. Et nous sommes fiers d'avoir mené cette enquête. Je suis présent à mes côtés celles et ceux qui ont mené à bien ce travail de grande ampleur: Annie Poder, présidente de la deuxième chambre, Anne-Laure de Coincy, conseillère maître contre-rapporteur, ainsi que les rapporteurs, Nathalie Roland, conseillère référendaire, et Guillaume Brûlé, conseiller référendaire au service extraordinaire. Grâce à eux, la Cour a conduit ce travail complet et que je crois utile, et je les en remercie. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter les 3 principaux messages qu'il faut en retenir. Le premier, c'est que la politique de renouvellement des générations doit à la fois relever le défi de la démographie, mais aussi accompagner l'évolution vers des modèles et des pratiques d'agriculture durables et résilientes. Le deuxième est que les instruments d'aide à l'installation et au démarrage doivent être adaptés en ce sens. Enfin, notre rapport met en lumière la nécessité d'anticiper la transmission par les cédants et de mieux tirer parti des années qui précèdent leur fin d'activité pour orienter les transmissions vers des exploitations durables. Je commence naturellement par le premier constat. La politique de renouvellement des générations se doit d'articuler 2 enjeux essentiels: attirer de nouveaux actifs agricoles et soutenir l'évolution des modèles d'exploitation. Nous sommes en effet confrontés à des enjeux importants liés à la diminution et au vieillissement
de la population agricole, ainsi qu'à la baisse du nombre d'exploitations. D'abord, dressons un rapide état des lieux de la situation. Le déclin de la population active agricole, on le sait, c'est un phénomène ancien. Il y avait plus de 2,5 millions d'exploitants en 1955. Son nombre est passé en 2000 à 764 000, à 496 000 en 2020 lors du dernier recensement agricole. Corollaire de cette exploitation, de cette évolution, le nombre d'exploitations agricoles diminue aussi fortement pour se situer en France métropolitaine à 389 000 en 2020. La surface agricole utile se stabilise quant à elle depuis le début des années 2000, ce qui signifie que la taille des exploitations augmente mécaniquement. Elle est aujourd'hui de 69 hectares en moyenne contre 42 hectares en 2000. Ces tendances, au regard des données dont nous disposons et des projections effectuées, sont appelées à se poursuivre, quoique de manière moins prononcée que par le passé, alors que, comme je l'ai déjà souligné, 43% des exploitants sont aujourd'hui âgés de 55 ans ou plus et sont donc susceptibles de partir en retraite d'ici à 2033. Pour autant, le devenir de notre agriculture ne se laisse pas enfermer ou résumer dans ces chiffres. Alors que nombre de parties prenantes mentionnent les difficultés à transmettre ou s'installer, une étude de 2015 du ministère de l'Agriculture sur les exploitations concernées par le départ en retraite de leurs chefs durant les années 2000 avait montré que les exploitations cédées perdaient leur vocation agricole seulement dans un cas sur 10, la moitié d'entre elles étant reprises à l'identique et 40% étant démantelées pour agrandir ou pour créer de nouvelles fermes. Par ailleurs, on sait que le monde agricole évolue avec le développement des formes sociétaires, le recours au salariat, à la main-d'œuvre externalisée, avec la diversification des activités sur l'exploitation. Toutefois, le modèle d'exploitation dite familiale, c'est-à-dire un modèle économique où coïncide la propriété, la réalisation du travail, le pouvoir de gestion et de décision, reste encore très majoritaire dans notre pays. Et dans l'ensemble, il reste difficile de caractériser l'ampleur des évolutions, l'absence d'études récentes sur le devenir des exploitations lors des cessions et de projection des flux de cessation d'activité. Au seuil d'une décennie où le nombre d'exploitants va croître pour ce qui est de la cessation d'activité, la question qui se pose à l'échelle européenne comme à l'échelle nationale est celle de savoir quel sera demain le visage de l'agriculture et bien plus largement du monde rural et des territoires, sujet qui vous préoccupe au premier chef. D'ailleurs, la politique d'installation des agriculteurs et de transmission des exploitations, telle que l'énonce notre code rural, comporte plusieurs objectifs inséparables: renouvellement des générations, production, durabilité sociale et environnementale, aménagement du territoire. Pour répondre à ce défi, l'aide à l'installation et le renouvellement des générations sont des priorités politiques qui sont désormais clairement affirmées. La Cour a examiné la mise en œuvre des 4 principaux types d'instruments prévus au niveau européen et français, et mis en œuvre par l'État, par les régions, par les autres partenaires pour faciliter l'installation et la transmission. Que sont ces 4 types d'instruments? D'abord, les subventions pour soutenir l'installation et les premières années d'activité de jeunes agriculteurs, sous forme d'aides directes ou de soutien à l'investissement. Ensuite, les aides fiscales, les exonérations sociales qui bénéficient principalement aux jeunes agriculteurs, attributaires de la dotation jeune agriculteur ou visant à faciliter la transmission au moment de la cessation d'activité et de la reprise de l'exploitation. Troisièmement, les actions d'information et d'accompagnement, essentiellement portées par le programme d'accompagnement à l'installation et à la transmission, cofinancé par l'État et par les régions, pour aider les candidats à l'installation, à bâtir et professionnaliser leurs projets, ainsi que les cédants à anticiper leur transmission. Enfin, le dernier instrument, c'est l'encadrement du marché foncier agricole, qui, grâce aux instruments que vous connaissez, comme le contrôle des structures, les SAFER, les baux ruraux, régule les prix des terres et peuvent favoriser l'installation des jeunes. Ainsi, au plan national, la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 a renforcé les moyens consacrés à la politique d'installation et de transmission, en particulier le soutien aux jeunes agriculteurs. Cette politique inclut les objectifs pertinents d'aménagement et de développement des territoires, de diversification des systèmes de production, de soutien aux projets générateurs de valeur ajoutée et d'emploi, ainsi que d'incitation à la mise en œuvre de pratiques performantes et respectueuses de l'environnement. De même, au niveau européen, amplifiant l'effort engagé lors de la programmation 2014-2022, la programmation de la PAC pour 2023-2027 définit un objectif qui vise, je cite, à attirer et soutenir les jeunes agriculteurs
et les autres nouveaux agriculteurs à faciliter le développement rural des entreprises dans les zones rurales, qui se traduit par l'obligation pour chaque État membre de consacrer au moins 3% des crédits des 2 piliers au soutien des jeunes agriculteurs de moins de 40 ans. Pour la France, les moyens européens consacrés aux jeunes agriculteurs s'élèvent ainsi à environ 220 millions d'euros par an. Malgré des objectifs affirmés et des moyens en augmentation, cette politique est marquée par un défaut de pilotage stratégique national et régional. Ce défaut s'explique en partie par le manque de données exploitables, absence d'actualisation d'études structurantes sur le devenir des exploitations, mise en place partielle des observatoires régionaux de l'installation-transmission, absence de mise en place de l'observatoire national prévu par la loi d'avenir de 2014, connaissance très imparfaite des biens à céder, de valeur des exploitations, du montant des transactions, impossibilité à matérialiser les difficultés de cession mentionnées par les parties prenantes. Il s'explique également par l'attention insuffisante portée à la stratégie et à la coordination des politiques par les organes de gouvernance que sont le Comité national de l'installation-transmission et les comités régionaux. La Cour formule plusieurs recommandations pour pallier ces manques. Elle suggère notamment la définition d'une stratégie nationale, déclinée en stratégies régionales, articulée aux programmes régionaux d'agriculture durable et des programmes alimentaires territoriaux avec des cibles sur les capacités de production, le nombre d'exploitations et d'exploitants par filière et par région, selon des enjeux agroéconomiques, environnementaux, sociaux et d'aménagement. Sans sous-estimer les difficultés de cet exercice, ceux-ci apparaissent nécessaires pour partager un cap et pour cibler les dispositifs. On ne peut pas se contenter d'avoir des objectifs globaux et des moyens à disposition. L'État mène depuis décembre 2022, comme vous le savez, une concertation à l'échelle nationale et régionale destinée à nourrir les projets de pacte, de loi d'orientation et d'avenir agricole annoncés pour l'été 2023. Nous savons que l'un des 3 axes de la concertation concerne précisément l'installation et la transmission. Le présent rapport arrive, je crois, donc à point nommé pour que les enjeux que je viens de rappeler puissent être traités. Et j'en profite de ma présence à cette tribune pour lancer un appel à la reprise de ces recommandations à leur suivi. Notre deuxième constat, c'est que les instruments d'aide à l'installation et au démarrage demandent à être adaptés, notamment pour prendre en compte la diversité de l'agriculture et des profils des candidats à l'installation. Tout d'abord, l'accompagnement à l'installation est un dispositif qui doit encore être adapté aux besoins. Le programme d'accompagnement à l'installation, à la transmission en agriculture, est mis en œuvre par l'État, par les régions et par des opérateurs labellisés. Il est doté d'un budget annuel en moyenne de 20 millions d'euros par an en 2019-2021. Or, ce programme souffre de plusieurs lacunes alors que se diversifie l'origine familiale et professionnelle des candidats à l'installation, absence de dispositifs consacrés à l'émergence des projets, inégale représentation des différents types d'agriculture parmi les structures chargées d'accueillir et de conseiller les candidats à l'installation, manque d'individuation des plans de professionnalisation personnalisés. Au titre des soutiens financiers, la dotation jeunes agriculteurs ou jeunes agriculteurs, cofinancée par le budget de l'État, les fonds européens et les régions, est centrale. Même si son impact sur la décision d'installation et sur la viabilité à long terme de l'exploitation n'est pas démontré pour tous les projets agricoles, ces conditions d'attribution, c'est-à-dire la présentation d'un plan d'entreprise, la possession d'un niveau minimal de formation, apportent, nous semble-t-il, une garantie sur la qualité des projets soutenus. En outre, les aides complémentaires auxquelles le bénéfice de cette dotation ouvre droit, notamment les exonérations fiscales, contribuent également à faciliter l'installation. Donc, disons que c'est plutôt globalement positif. Toutefois, comme le Sénat l'avait relevé au moment de saisir la Cour de ce travail, nous constatons une nouvelle fois, comme vous, que les objectifs de ce recours à cette dotation jeunes agriculteurs ne sont pas atteints, car la moitié de la population qui est éligible ne le demande tout simplement pas. Les motifs de ce manque d'intérêt ont peu varié depuis les derniers travaux de la Cour, et c'est plus fondamentalement le ciblage de l'ensemble des soutiens qui pose problème, puisqu'un tiers des installations est le fait de personnes âgées de plus de 40 ans, en général des personnes en reconversion professionnelle. Ces candidats de plus de 40 ans ne peuvent accéder qu'à 9% des appuis d'installation, alors qu'ils disposent souvent d'idées novatrices et de fonds propres. Est-on vieux à 40 ans? Vaste débat. Je ne vais pas le demander aux sénateurs ou aux membres de la Cour des comptes, non plus d'ailleurs. Nous relevons également que lorsque l'État a préparé, en coordination avec les régions, son plan stratégique national de mise en œuvre de la nouvelle PAC,
les soutiens à l'installation ont été abordés sous un angle budgétaire et non stratégique. La détermination du budget consacré à l'aide à l'installation et sa répartition entre régions n'était fondée que sur la poursuite des tendances précédentes. Le budget consacré aux aides complémentaires aux revenus pour les jeunes agriculteurs a été significativement relevé, mais sans justification par rapport à des choix alternatifs, par exemple d'augmentation des aides à l'investissement. Aucune analyse, sur les avantages comparés des différents types d'aides, aide de trésorerie, aide à la production, aide à l'investissement, n'a été réalisée. Par ailleurs, la délégation aux régions de la gestion des aides depuis le 1er janvier 2023 ne sera pas sans effet sur la politique d'installation. Des incertitudes persistent. Des décisions sont à prendre au plus vite quant au niveau d'exigence des engagements requis des bénéficiaires en contrepartie de l'attribution de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Enfin, s'agissant des nouveaux agriculteurs âgés de plus de 40 ans, malgré la création d'une aide spécifique au titre du développement des entreprises en milieu rural, le budget qui leur sera consacré restera très marginal, puisque ce sera 4% de l'enveloppe des fonds européens et des cofinancements nationaux et régionaux. Or, je l'ai dit, représente une part beaucoup plus significative des reprenants ou des installations. Pour conclure sur ces dispositifs, nous relevons qu'alors que démarre un nouveau cycle PAC, que les régions voient leur pouvoir renforcé, ces dernières pourraient utilement veiller à, d'une part, rééquilibrer les dispositifs de soutien en faveur des plus de 40 ans, et d'autre part, conserver les critères d'éligibilité exigeants pour l'attribution des aides. Vous aurez, comme nous, relevé que lors de la présentation du plan eau, effectué le 30 mars dernier, le président de la République a renouvelé l'annonce selon laquelle les aides à l'installation devraient intégrer un diagnostic eau, sol et adaptation. C'est une mesure qui reste à écrire, mais je pense que le constat qui est ainsi délivré rejoint le signal délivré rejoint les constats et recommandations de notre enquête, donc je le mentionne puisque c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes écrit. Enfin, notre rapport met en lumière la nécessité de s'intéresser au long cours, à la transmissibilité des exploitations et de mieux tirer parti des années qui précèdent la fin d'activité des cédants pour orienter les repreneurs vers un modèle durable. En premier lieu, après avoir rappelé que pendant longtemps, les politiques publiques ont encouragé la sortie d'activité des agriculteurs, nous faisons le constat, partagé par les parties prenantes, et dans l'ensemble, que la politique de transmission est aujourd'hui insuffisamment investie et essentiellement patrimoniale. Dans leur ensemble, exception faite des mesures fiscales, les mesures proposées par l'État dans le cadre du programme d'accompagnement ne sont utilisées que par un très faible nombre de cédants pour environ 1 million d'euros par an. Certes, les sessions d'information, de conseil, de mise en relation entre cédants et candidats à l'installation proposée par les chambres départementales d'agriculture sont appréciées, elles sont bien déployées sur le territoire, cependant elles concernent peu de monde et leur portée apparaît donc modeste. Les aides financières personnalisées sont quant à elles utilisées de manière assez anecdotique. Par ailleurs, les sources d'informations susceptibles d'éclairer et d'orienter les agriculteurs dans leurs projets de fin d'activité sont rares et peu accessibles. Faut-il transmettre ou démanteler? Faut-il accueillir un jeune pour un tuilage? Faut-il transmettre un ensemble ou garder une habitation? Le champ des possibles, pour répondre à ces questions, mériterait d'être mieux présenté, en fait, aurait été discuté. En effet, nous le savons tous, la transmission, c'est un moment sensible où s'expriment des préoccupations, la préoccupation patrimoniale, mais aussi la préoccupation familiale, des préoccupations personnelles, où la prise en compte du devenir agricole des terres n'est pas aisée au milieu de tous ces choix. En deuxième lieu, notre enquête a conduit à souligner des freins structurels internes au monde agricole pour transmettre et s'installer. Les prix complexes à fixer les exploitations, la transparence insuffisante du marché, tout ça favorise surtout le bouche à oreille, la possibilité pour les exploitations et les équipements proposés d'être en inadéquation avec les attentes ou les moyens des repreneurs, mais aussi des phénomènes de concurrence entre installation de nouveaux agriculteurs et agrandissement de fermes existantes. J'ai dit que les deux pouvaient coexister dans le maintien, en gros, des surfaces agricoles. Ces phénomènes gagneraient à être pris en considération et corrigés par les exploitants en amont et tout au long de l'activité de l'exploitation afin de garantir, en cas de retraite ou de mobilité professionnelle, une meilleure transmissibilité de celle-ci. Il devrait être mieux pris en compte par les politiques publiques. En effet, il apparaît aujourd'hui probable qu'à l'avenir, l'activité agricole, comme les autres activités professionnelles, ne soit plus systématiquement le choix de toute une vie, justifiant que les agriculteurs appréhendent différemment le fonctionnement et la transmissibilité de leur appareil productif. Par ailleurs, le renouvellement des générations rejoignant celui des pratiques, il convient de tirer le meilleur parti du moment clé
que constitue la préparation de la transmission pour accompagner les agriculteurs et accélérer la mutation de l'agriculture française vers un modèle durable. Ça implique d'adapter concrètement les instruments de politique publique à l'ensemble des objectifs de la politique d'installation-transmission. Enfin, si cette politique d'installation-transmission présente un intérêt national, sa conception et sa mise en œuvre nécessitent évidemment d'être ancrées à l'échelle locale pour s'appuyer sur toutes les parties prenantes et tous les outils pertinents. Au moment où s'esquisse une nouvelle répartition des compétences, un nouvel équilibre entre l'État et les régions, le rapport recense des dispositifs et des manières émergentes et je crois intéressantes de travailler en agriculture que les pouvoirs publics peuvent utilement prendre en compte et associer aux instruments plus classiques de la politique d'installation-transmission. Nous pourrions poursuivre longtemps sur ce sujet passionnant, mais il me faut conclure. Dans un contexte évolutif, une bonne coopération entre les services de l'État et des régions apparaît très souhaitable. De ce point de vue, la Cour relève que la réalisation par les régions de bilan annuel de la politique d'installation-transmission, prévue par la loi à compter de 2023, devrait offrir, à condition que ce soit effectif, une visibilité nouvelle à cette politique, dans sa cohérence nationale comme dans sa diversité régionale. Enfin, alors que la délégation de la gestion des aides aux régions se met en place et que le législateur sera très prochainement appelé à adapter les contours de la politique d'installation-transmission aux enjeux contemporains, la Cour souligne le caractère propice de ce moment pour la mise en place, autant qu'il est possible, de guichets uniques nécessaires pour assurer l'accessibilité et la cohérence des dispositifs mobilisables par les agriculteurs concernés. Tous ces constats approfondis, que vous trouverez dans le rapport qui a été délivré et réalisé à votre demande, conduisent la Cour à identifier 3 orientations avec des recommandations opérationnelles associées. Première orientation, c'est de renforcer la connaissance des phénomènes ainsi que la transparence et la fluidité du marché. Pour cela, nous recommandons de mettre en place le réseau d'observatoires régionaux de l'installation de transmission alimentant l'Observatoire national. Nous avons dit que ce n'était pas le cas. Et de faire un bilan du fonctionnement des répertoires départ-installation pour en améliorer l'utilité et pouvoir constituer une base nationale. Oui, il faut une meilleure information, c'est la base de tout. Première orientation. Deuxièmement, pour renforcer l'ouverture du monde agricole et à de nouveaux actifs et à l'ensemble des pratiques culturales, nous proposons de conditionner la désignation des structures chargées du programme d'accompagnement à l'installation et à la transmission, à l'engagement de nouer des partenariats représentatifs des divers modèles agricoles et d'en contrôler le respect. Enfin, pour soutenir la préparation et la transmission d'exploitations orientées vers une agriculture durable, pour tirer mieux parti des années qui précèdent la cession, nous suggérons de renforcer l'accompagnement des cédants qui envisagent de transmettre leur exploitation et non seulement de la céder grâce à un guichet unique. Pensons que c'est tout à fait clé que ce débat soit accompagné. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, j'en ai terminé avec la présentation de notre rapport. Je vous remercie de votre attention et je me tiens avec les magistrats qui m'entourent, en particulier avec la présidente Pröder, avec disposition pour répondre à vos interrogations sur ce sujet sensible ou sur des points que je n'ai pas eu le temps de développer davantage et que la Chambre connaît par définition mieux que moi, puisqu'ils ont réalisé ce rapport à temps et, je pense, dans des conditions de qualité qui, je l'espère, sont à même de vous satisfaire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, pour la qualité de cette présentation. Et à travers vous, merci à l'ensemble des magistrats qui ont contribué à réaliser, à répondre à cette enquête dont les conclusions sont très, très précieuses pour notre commission. Je vais maintenant passer la parole à Vincent Segouin, notre rapporteur spécial. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, chers collègues, j'ai pris connaissance avec intérêt de l'enquête qui nous a été communiquée par la Cour des comptes et de la présentation qui a été faite à l'instant par son premier président. Je me permets d'associer mon collègue Patrice Joly, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais qui partage le diagnostic posé par la Cour. Tout d'abord, je tiens à saluer le travail dont je mesure la densité qui a été accompli. Nous sommes au Sénat bien placés pour mesurer l'importance des enjeux en matière agricole et le défi que constitue l'installation des agriculteurs, comme l'a rappelé notre collègue Sylvie Vermeillet à l'instant, qui va bien au-delà de la simple question de l'accès à un secteur du marché du travail. La complexité du sujet est telle que je la comparerais volontiers à une forme de tectonique des plaques, avec tout ce que peuvent engendrer des forces qui ne vont pas dans le même sens.
Il suffit pour s'en convaincre de relire l'article L1 du Code rural et de la pêche maritime qui liste les finalités de la politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, pour mieux mesurer le caractère presque inconciliable de ces enjeux. Compte tenu de la charge de travail importante que cela représentait déjà, et en accord avec nous, l'enquête de la Cour a été circonscrite aux seuls instruments de la politique d'installation et de transmission. Certains thèmes d'intérêt indissociable de l'attractivité doivent également être pris en compte dans une optique de revalorisation globale des filières agricoles. Je ne voudrais pas dresser un tableau apocalyptique de la situation, mais entre les conditions de travail, pas toujours enviables, une rémunération globalement insuffisante, des enjeux environnementaux de plus en plus prégnants, sans compter la concurrence de pays qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, mais dont on importe les produits, c'est l'ensemble de la philosophie de notre politique agricole qui doit être repensée. Alors, comment rendre son attractivité à un secteur qui cumule tant de handicaps? Vous avez rappelé le contexte dans lequel nous nous inscrivons. Je n'en reviendrai pas sur ces points, mais je retiens 3 caractéristiques importantes citées dans votre enquête et qui ont un impact sur notre politique de soutien à l'installation. D'abord, nous connaissons globalement un déclin continu de la population active agricole, avec toutefois un maintien des surfaces agricoles utiles. Ensuite, le modèle d'exploitation familiale demeure le plus répandu, mais laisse une place de plus en plus importante à d'autres formes d'organisation en raison du développement des formes sociétaires, du recours au salariat ou à la main-d'œuvre externalisée et à la diversification des activités sur l'exploitation. Sur ce point, je me réjouis de la philosophie globale de la PAC 2023-2027 favorable à ce modèle d'exploitation familiale. Enfin, pour favoriser les installations des agriculteurs, on ne peut pas faire abstraction de certaines données concernant les professionnels de l'agriculture. Les agricultrices représentent une part de moins en moins importante de l'ensemble des agriculteurs. Les agriculteurs sont de plus en plus âgés et leurs revenus sont de plus en plus décorrélés de leur activité principale, puisque, en moyenne, seul le tiers du revenu disponible moyen des ménages agricoles provient d'une activité agricole. Afin d'atteindre l'un des objectifs fixés par la programmation de la PAC 2023-2027, à savoir attirer et soutenir les jeunes agriculteurs et les autres nouveaux agriculteurs et faciliter le développement durable des entreprises dans les zones rurales, je partage l'analyse de la Cour qui, sans le formuler ainsi, nous fournit beaucoup d'éléments indiquant que les dispositifs actuels d'aide à l'installation ne fonctionnent pas de manière optimale. Je n'insiste pas davantage sur ce que le Premier président a développé sur la prise en compte de la diversité de l'agriculture dans les mécanismes d'installation, sur la nécessité de mieux connaître nos besoins et nos capacités, ni sur la nécessité de revoir la politique de transmission, aujourd'hui essentiellement patrimoniale. Je suis convaincu du fait que les dysfonctionnements pointés par la Cour ne sont pas liés à une insuffisance de moyens. D'ailleurs, les crédits alloués à l'installation des agriculteurs augmentent constamment, malheureusement sans atteindre les objectifs. Pour la seule aide à l'installation des jeunes agriculteurs et l'aide complémentaire aux revenus, nous passerons progressivement de 243 millions d'euros en 2021 à 297 millions d'euros en 2026. Un autre élément qui plaide dans ce sens est le faible différentiel entre le taux de maintien des installations aidées après 5 ans d'activité, entre 98 et 99%, et le taux de maintien des installations non aidées, qui sont à 90%. J'ai donc le sentiment que nous aboutons des crédits en multipliant les dispositifs, parce que la réalité des difficultés rencontrées est avérée, sans nous interroger sur une utilisation plus efficiente. Votre enquête souligne d'ailleurs que certaines évaluations de crédits, je cite, n'ont été précédées ni d'études prospectives, ni d'analyses stratégiques en fonction des besoins d'activité et de production identifiés selon les filières et les territoires. Je n'en ai pas jusqu'à parler de saupoudrage, mais il me semble assez surprenant que l'on puisse réévaluer de manière aussi substantielle des crédits sans vraiment s'interroger sur leur pertinence. Je partage donc les 4 préconisations de la Cour qui vont dans le sens de meilleure remontée d'informations pour connaître les besoins en matière d'installation agricole et pour rendre plus accessibles les dispositifs existants. Mais il me semble que tout ceci sera vain tant que l'on n'aura pas clarifié ce que l'on attend réellement de notre modèle agricole. Notre dispositif actuel qui consiste à soutenir simultanément des modèles opposés, voire contradictoires, et à concaténer des dispositifs qui se font ensuite concurrence n'a aucun sens. Notre temps étant contraint, je n'aurai que 2 interrogations. La première, la Cour préconise de mettre en place un réseau d'observatoires régionaux alimentant l'Observatoire national de l'installation de transmission, l'ONIT, selon un protocole commun de recueil des données.
je partage totalement votre analyse sur la nécessité de connaître enfin, région par région, les besoins tant en termes de consommation que de production. Je dois dire que cette méconnaissance des pratiques et des besoins agricoles de notre pays m'a un peu surpris. Cela signifie-t-il que les chambres d'agriculture ne sont pas en mesure d'assurer toutes les remontées d'informations nécessaires? C'est un sentiment que j'ai eu en lisant votre enquête. Les chambres d'agriculture apparaissent globalement un peu en second plan et pas toujours en mesure d'assurer leur mission en matière d'installation. Mais je serais curieux d'avoir votre sentiment sur ce point. La deuxième question, je suis très favorable à l'extension des dispositifs d'aide à l'installation à destination des plus de 40 ans. De mon point de vue, cet âge plafond pour la DJA, notamment, a aujourd'hui moins de sens. Pensez-vous que ce serait envisageable à moyen constant? Pour le formuler autrement, avez-vous identifié de potentielles sources d'économie dans les nombreux dispositifs existants qui pourraient être redéployés vers l'aide à l'installation de plus de 40 ans? Et a-t-on une idée même approximative de ce que cette suppression du critère âge pourrait coûter? Merci, Monsieur le rapporteur spécial, pour cette analyse et ces questions. Je passe la parole maintenant à notre rapporteur général de la Commission des finances, Jean-François Husson. Merci, Madame la Présidente. Je veux remercier évidemment la Cour pour ses travaux, notamment son premier président, mais toute l'équipe, et me réjouir du fait que le rapporteur spécial a sollicité la Cour pour un éclairage. On a moins l'habitude d'entendre la Cour sur, je dirais, les analyses concernant l'agriculture, et pourtant notre modèle agricole, si tant est qu'il y en ait eu un, en tous les cas, on voit bien combien l'agriculture a évolué en quelques décennies, se transformant complètement entre le nombre d'exploitations, l'âge moyen, l'origine de celles et ceux qui s'installent et dans ceux qui y vivent. Ça a été rappelé, je crois que c'est par Vincent Seguin, la disparition, enfin un équilibre nouveau plutôt sur la place et le rôle des femmes dans l'agriculture. Mais ce n'est pas l'objet de vos travaux. L'objet de vos travaux, c'est de regarder de quelle manière, effectivement, notre agriculture peut bénéficier de modalités de financement et d'accompagnement, notamment à l'installation. Et à l'installation, là aussi, on va dire en 3 décennies, le modèle d'installation a complètement explosé. C'est l'origine sociale, c'est l'âge moyen, et puis c'est peut-être aussi et surtout la maîtrise foncière et la manière dont les candidats à l'installation peuvent avoir plus ou moins facilement accès à l'installation, ce qui, à mon avis, pose une question évidemment financière, mais pas seulement, qui est une question, me semble-t-il, de société sur ce que j'appellerais un peu la souveraineté foncière nationale, qui mérite d'être interrogée. Je ne remets pas en cause le modèle et le dispositif des SAFER, mais je pense qu'il est aujourd'hui temps en tout cas que c'est un moment opportun de se poser des questions sur cette maîtrise par rapport à des acteurs nouveaux, notamment sous forme sociétaire, notamment aussi sur l'apparition d'investissements qui peuvent venir par l'étranger. On le voit un peu partout dans des territoires assez contrastés. C'est peut-être sur des zones frontalières, mais ça peut être aussi dans des territoires qui, de prime abord, apparaissent aujourd'hui moins accessibles à ces investissements financiers et étrangers. Et je pense pourtant que c'est certainement un des sujets les plus importants. Les questions sont ouvertes, des éléments de réponse, pas sur tout, sont apportés. Et je crois que c'est salutaire et que ça va nous aider pour les mois et années qui viennent, notamment dans nos travaux budgétaires. Merci, Monsieur le rapporteur général. Je vais proposer dans un premier temps la parole à Monsieur le Premier Président pour la réponse à nos rapporteurs. Et puis je ne veux pas oublier de saluer la présence de notre collègue Jean-Claude Tissot, qui est rapporteur de la Commission des affaires économiques et qui est présent parmi nous ce matin. Monsieur le Premier Président, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur spécial, Monsieur le rapporteur général. Merci d'abord de l'accueil que vous faites à ce rapport qui, je l'espère en effet, permettra d'éclairer vos travaux utilement.
à vous écouter, je conçois, ou je vois qu'il y a une large convergence d'analyse, et je veux notamment reprendre un point que vous évoquiez, monsieur le sénateur Segouin, à savoir qu'il ne s'agit pas essentiellement de problèmes de moyens. En tout cas, ce n'est pas ça que nous identifions dans notre rapport. On insiste beaucoup sur la connaissance, on insiste sur le dialogue et sur l'ouverture, et enfin sur l'accompagnement, qui sont des dimensions peut-être plus qualitatives, mais qui permettent aussi, d'une part, de s'adapter aux nouvelles formes de transmission à installation, à la diversité des préoccupations qui peuvent être celles aussi bien des cédants que des installants, et aussi à la modification du modèle agricole que nous souhaitons vers un modèle plus durable. Après, et donc ça soulève des questions d'efficience davantage que des questions de moyens. Sur le rôle des chambres d'agriculture, il est variable selon les territoires. Certaines sont ouvertes au partenariat, certaines soutiennent tous les types de projets, elles produisent et communiquent des informations. Certaines ne respectent pas leur cahier des charges, donc on ne peut pas avoir une leçon uniforme, et il faudrait forcément territorialiser. Ça n'invalide pas la proposition que nous faisons sur la mise en place des observatoires, qui jusqu'à présent est restée pratiquement lettre morte. Nous recommandons de contrôler le respect des engagements aussi des chambres d'agriculture. Sur l'extension aux plus de 40 ans, une hypothèse maximaliste serait de compter les 5 000 installés de plus de 40 ans avec une aide moyenne de 25 000 euros, ça ferait 125 millions d'euros. Mais il y a des solutions intermédiaires qui sont possibles selon la volonté des régions. Les régions pourront arbitrer entre leurs dispositifs. Je rappelle que le cadre budgétaire est fixé pour 2023-2027. Il me semble toutefois que cette question rejoint votre première observation sur l'efficience. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une approche plus holistique de la question, ce ne sont pas forcément des dépenses additionnelles, mais ça peut être une répartition différente de la dépense qui se fait, et qu'un travail sur l'efficience devrait permettre de financer concrètement le surcroît que représenterait cette prise en compte, qui nous apparaît en effet nécessaire, parce qu'elle correspond tout simplement à des réalités sociologiques qui seraient absurdes d'ignorer. Oui, il y a de plus en plus de plus de 40 ans qui sont des installants, et un couperet d'âge ne fait pas sens, et pour autant ils bénéficient de très peu d'aide, ce qui les place dans une situation moins favorable que d'autres. Et donc il faut y remédier. Je pense qu'en effet c'est la problématique qui est la nôtre. Merci, Monsieur le Premier Président. Donc, je vais maintenant passer la parole à l'ensemble des inscrits. Tout d'abord, Michel Canvet, puis Marc Lamini. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier les magistrats de la Cour pour ce travail intéressant sur l'agriculture, tant il est vrai que c'est un secteur d'activité absolument essentiel pour notre pays et singulièrement, bien sûr, pour les territoires. Alors, j'observe, par exemple, étant élu du Finistère, certaines convergences entre les analyses de la Cour et ce que j'observe, moi, dans le département du Finistère. On voit une surface moyenne de 69 hectares au niveau national. Dans le Finistère, c'était en 2021, selon l'agroscopie Serre France, de 76 hectares, passé à 82 hectares en 2022. C'est dire que les choses évoluent fortement. Et avec cela, malgré une diversité des formes d'agriculture, il faut bien le signaler, qui appelle aussi peut-être à des observations différentes selon ces types d'agriculture, quand même une capitalisation extrêmement forte des structures agricoles qui pénalise justement la transmission des entreprises, et c'est sans doute l'un des facteurs les plus compliqués. Et à cet égard, pensez-vous qu'il faille par exemple recourir à des formes différentes de propriété des structures agricoles par des collectivités, par exemple, on parle beaucoup de fermes relais, ou alors par des investisseurs qui auraient la capacité de pouvoir investir massivement, tant cette capitalisation est extrêmement forte. Vous évoquez les perspectives un peu inquiétantes sur la transmission. C'est vrai que nous avons dans le Finistère 7500 exploitations agricoles, à comparer aux 389 000 identifiés au plan national. Il y a aujourd'hui dans le Finistère autour de 120 candidats aidés à l'installation chaque année. C'est dire que le delta est extrêmement large entre le nombre de
d'exploitants partant à la retraite et ceux qui s'installent, même si un grand nombre d'exploitants, et je l'observe aussi, notamment sur des petites structures, sont issus de reconversions professionnelles et ne rentrent pas dans les chiffres des données. Alors, ma question là-dessus, c'est de savoir si vous avez aussi analysé les questions relatives à la formation agricole, parce que c'est quelque chose d'important, et en particulier les moyens dédiés aux établissements d'enseignement agricole. Vous avez parlé dans votre rapport, vous évoquez la nécessité d'une évolution vers une agriculture durable et résiliente. Ça passe notamment par une formation qui soit adaptée dans les établissements de formation, permettant cette évolution structurelle. Mais que peut-on dire, par exemple, de cette évolution des effectifs dans les établissements de formation agricole? On sait aussi que l'agriculture souffre parfois d'une très mauvaise image, d'une part celle des pollutions, et ce n'est pas l'ancienne directrice générale de l'ARS de Bretagne qui me dira le contraire sans doute. Il y a cet élément, il y a le fait qu'on y gagne difficilement sa vie, et puis le temps de travail, comme l'évoquait tout à l'heure le rapporteur spécial, qui est un peu hors norme par rapport à ceux qui avoguent aujourd'hui dans notre société. Donc tout ça, ce sont des facteurs limitants sur lesquels il faudra qu'on puisse regarder les choses. Alors dans votre rapport, vous évoquez également la question de l'accompagnement. Moi, j'ai le sentiment quand même que malgré les évolutions très fortes, la baisse très forte des effectifs des chambres d'agriculture du fait à la fois du plafonnement de leurs ressources imposées par l'État et d'une part, et de la régionalisation d'autre part, j'ai l'impression que les effectifs des chambres d'agriculture ont beaucoup baissé. Peut-être est-ce l'une des raisons pour lesquelles cet accompagnement est un peu plus difficile aujourd'hui. Malgré cela, moi j'observe que dans le Finistère, il y a quand même un accompagnement particulièrement intéressant et positif des candidats à l'installation par la Chambre d'agriculture. Il existe d'autres structures aussi, bien sûr, notamment les segments aujourd'hui dans l'agriculture biologique, par exemple, et 10% des exploitations agricoles dans le Finistère aujourd'hui sont des exploitations bio ou en conversion, c'est-à-dire l'évolution sur ce secteur. Donc là, on a peut-être des interrogations sur cela. Il y a aussi l'association Éloi, par exemple, qui aujourd'hui accompagne. Donc il y a un certain nombre de structures qui existent. Et puis, dans votre conclusion, vous évoquez aussi la question du guichet unique, et je voudrais vous demander à quel niveau vous pensez qu'il doit se situer? Est-ce que c'est au niveau des chambres d'agriculture, des organisations professionnelles d'une part, ou est-ce que cela doit dépendre de l'État ou des régions? Parce que finalement, les régions et les départements ont souvent des politiques d'accompagnement de l'installation en agriculture. Les régions, d'autant plus qu'elles gèrent une partie des fonds européens dédiés à l'agriculture. Donc, quelle doit être la structure qui pourrait piloter ce que vous appelez le guichet unique? Merci Michel. Marc Laménie, puis Christine Lavarde. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Premier Président et l'ensemble des personnes de la Cour des comptes qui ont travaillé sur cette expertise liée au monde agricole. Saluons aussi le travail des rapporteurs, sur le rapporteur général, le rapporteur Vincent Seguin. Je rejoins un peu une question qu'il a posée, j'anticiperai. Alors, c'est sûr, certes, il y a un enjeu financier important, on est en commission des finances, mais certes, il y a le volet humain, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier Président. Malheureusement, la démographie qui est là, baisse des effectifs, mais de l'autre côté, concernant les contributions publiques, plus de 500 millions d'euros en 2021. Alors, il y a sur la complexité des dossiers. Alors, parce que je crois que les questions de fond, c'est surtout les jeunes. Il y a des jeunes qui sont volontaires, mais on s'aperçoit souvent, je prends mon département, les Ardennes, la complexité des dossiers au plan de l'Europe, l'État, les régions, voire les collectivités, l'ensemble des collectivités territoriales, les partenaires également. Alors, cet enjeu concernant les modes de financement, et c'est vrai qu'on assiste souvent à une insuffisance de communication
à ce niveau-là. Donc je pense que là, il faudrait le clarifier. Puis le rôle des chambres d'agriculture, et je crois que les chambres d'agriculture, on partage, parce que c'est vrai que les effectifs, malheureusement, ont diminué. Puis auparavant, nous avions dans les services de l'État les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, qui aider réellement les agriculteurs. Maintenant, c'est dans l'organisation des DDT, et ça pose quand même des problèmes de moyens humains pour soutenir des dossiers qui sont de plus en plus complexes, dématérialisés, et puis aussi le lien avec les experts comptables, les centres de gestion, comment ce guichet unique pourrait éventuellement bien fonctionner. Je vous remercie. Merci Marc. Christine Lavarde, puis Christian Billac. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, moi, ma connaissance du domaine agricole est certainement plus réduite que beaucoup de mes collègues ici, mais en écoutant les propos du Premier Président et en lisant la synthèse, j'ai eu le sentiment qu'on avait des politiques publiques qui étaient un peu sectorielles, et qu'en vous entendant ce matin, j'avais surtout entendu parler finalement d'aménagement du territoire et moins tant de tout ce que l'agriculture pourrait apporter en services écosystémiques ou autres. Et je me demandais si finalement ces aides à l'installation, elles ne devraient pas aussi s'accompagner d'une aide à la transition du modèle agricole. Et on voit bien en ce moment qu'il y a d'énormes enjeux, par exemple sur l'eau. Et est-ce que demain, un agriculteur doit se réinstaller, en tout cas reprendre une installation de la même manière que l'installation a été exploitée depuis 2 siècles? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas que ces aides, elles puissent aussi aider justement à la transition des modèles, à se dire qu'il faut... voilà, je n'ai pas eu l'impression d'entendre ça, alors peut-être parce que c'est dans le rapport et que vous n'avez pas pu tout nous dire, mais et du coup, un peu plus loin, dans quelle mesure le gouvernement est moteur sur ces sujets-là? Et est-ce que dans ce que vous avez pu regarder la politique européenne de la PAC et dans les évolutions de cette politique, cette dimension-là est aussi prise en compte? Merci Christine. Christian Billac, puis Stéphane Sautarel. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, Monsieur le rapporteur. 2 débats différents, alors certes, sous 2 entités différentes, avec le Conseil des finances publiques et la Cour des comptes, mais sur 2 sujets essentiels, l'indépendance militaire et là l'indépendance alimentaire, parce que je crois qu'il est important d'avoir des canons, mais s'il n'y a rien dans l'assiette, on ne pourra jamais gagner la guerre. L'intendance doit toujours suivre. Depuis des années, on a une baisse du nombre d'exploitants, on l'a vu, divisé par 5 en 7 décennies, et une baisse de la surface agricole utile aussi. On voit des parcelles abandonnées de plus en plus dans toutes les régions de France, on voit des terres à l'abandon. Alors moi, j'avais une première question, c'était est-ce qu'on a des chiffres, ou est-ce que vous avez les chiffres du pourcentage de fils d'agriculteurs qui perçoivent la DGA? Est-ce qu'il y a des non-agriculteurs qui perçoivent la DGA, ou c'est essentiellement des fils d'agriculteurs qui reprennent l'exploitation familiale? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est effectivement qu'il faut accompagner la transition par, selon une formule consacrée, par une opération gagnant-gagnant entre le vendeur et le repreneur. Je crois que c'est ça qu'il faut réfléchir. Et moi, je m'interroge sur la nécessité, peut-être, de mettre un véritable plan national pour éviter ce qui se passe trop souvent, c'est la vente à la découpe. C'est-à-dire qu'on vend le tracteur à un collègue, on vend 3 parcelles à un autre, une parcelle à un 4e, et puis à la fin, il reste des parcelles qui ne trouvent pas acquéreurs et qui deviennent qui sortent de la surface agricole, qui deviennent des friches. Et je crois qu'il faudrait essayer de mettre en place un vrai accompagnement de la transmission. Effectivement, je partage ça. Et je m'interroge quand même, parce que, pour avoir, dans mon département en tout cas, mais je crois que c'est un peu pareil partout, si les régions et les communautés de communes, les intercommunalités, ont mis en place des actions, parce que c'est leur compétence, en matière de développement économique, sur l'artisanat, sur le commerce et sur l'industrie, il y a eu très peu d'initiatives en faveur de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ateliers relais dans nos zones industrielles, mais la ferme relais, c'est quelque chose qui est assez peu répandu. Ça relève de l'expérimental quand c'est fait, et c'est infinitésimal. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être passer par un plan national de transmission en impliquant les régions
et les interco qui ont la compétence économique, et l'agriculture, c'est quand même l'économie. Merci. Merci Christian. Stéphane Sautarel, puis Antoine Lefèvre. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. Je vais juste faire un focus sur un sujet qui a été notamment évoqué par le rapporteur général, qui est la question du foncier que vous pointez dans votre rapport parmi les enjeux, parmi les freins, mais qui en même temps me semble pas suffisamment, ou en tout cas pas à la hauteur de ce que ça me semble être un frein, alors soit par la régulation qui aujourd'hui pose des difficultés, soit par les questions de portage, soit pour tous les sujets d'installation hors cadre familial qui aujourd'hui effectivement se heurtent bien souvent à la question du foncier. Et j'étais surpris de voir dans les freins que vous mentionnez dans votre rapport, ou dans la synthèse du moins, que les coûts d'installation étaient mal connus, et vous dites si le prix des terres est connu et modéré, les autres éléments d'actifs sont difficiles à évaluer. En termes de prix des terres modérés, je suis surpris de lire ce qualificatif qui par ailleurs me semble un peu contraire à l'autre frein que vous pointez du doigt et qui est réel sur l'approche patrimoniale et l'approche économique difficile à concilier. Et justement, cette question du foncier, du patrimonial, me semble être un des principaux freins, si on parle en termes de rentabilité, en termes de souveraineté, en termes de démarche économique. Et donc, je voulais juste vous interroger sur les pistes possibles pour répondre à cet enjeu qui me semble majeur, et notamment quant au portage et à la régulation du foncier. Merci. Merci Stéphane. Antoine Lefèvre, puis Jean-Claude Tissot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président, mes chers collègues. Moi, je suis élu du département de l'Aisne, un département très agricole où toutes les productions sont présentes, avec deux AOC que connaît bien la présidente Vermeillet, le Champagne et le Maroilles. Mais au-delà de ces AOC, je partage bien sûr l'inquiétude qui est exprimée dans le rapport sur les difficultés de l'installation, y compris dans un département où l'agriculture avait toujours une place très, très forte et très dynamique. Ma question, elle est dans le cadre du contrôle qui a été effectué par la Cour. Avez-vous eu l'opportunité justement de regarder ce qui se fait à l'étranger en matière d'installation agricole? La Ferme France est un peu spécifique, mais y a-t-il des expériences significatives d'installation, d'aide à l'installation dans les autres pays que vous auriez pu connaître? Merci. Merci Antoine. Jean-Claude Tissot, donc rapporteur de la Commission des Affaires économiques, puis Jean-Marie Mison. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Président. D'abord, merci pour votre invitation. C'est avec plaisir que j'ai écouté votre rapport, ce rapport, et je vais me permettre, je pense que vraiment c'est une pierre angulaire qui pourrait servir à imaginer le modèle agricole français, puisqu'on en est à lire tous les jours des rapports sur la Ferme France, une PPL qui va nous occuper bientôt ici au Sénat. On va parler aussi de la loi d'orientation agricole. Les éléments que vous nous avez donnés vont nous aider à réfléchir. Mais moi, je voudrais quand même... On fait tous ce constat de la difficulté de transmission, mais il y a quand même un élément de base qui est factuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, très souvent, le produit ne paie plus l'outil. C'est-à-dire comment transmettre une exploitation qui ne rapporte pas d'argent. Comment transmettre une exploitation qui n'apporte aucun dividende, qui ne permet quelquefois même rendre impossible de rembourser l'emprunt que le repreneur s'est contraint de contracter. Donc je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose dès le départ. Sur le modèle agricole aujourd'hui qui existe et qu'on essaye de transmettre. Et c'est pour ça que je parlais en début de mon propos de nouveaux modèles agricoles qui permettraient à terme, et certainement pas au terme d'une génération, ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui ou il y a quelques années. C'est-à-dire qu'avant, un agriculteur s'installait à 25 ans, il restait là jusqu'à 60 ans et il transmettait à son fils ou à ses filles ou à quelqu'un d'autre, mais il transmettait au terme d'une vie de travail au sein d'une même exploitation. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce modèle-là, et vous l'avez dit dans votre propos, Monsieur le Premier Président, nos concitoyens changent de cursus professionnel, et finalement, j'allais dire, presque quel que soit l'âge. Ça peut être avant 40 ans, mais c'est aussi souvent après 40 ans. Et j'en veux pour preuve les espaces tests qu'on trouve sur nos territoires. J'ai un collègue qui en a parlé tout à l'heure. Et ces espaces tests, finalement, sont des tremplins qui permettent aux repreneurs potentiels de s'installer pendant quelques temps, avec l'appui souvent des collectivités et de la profession agricole, même si j'aime pas ce terme, mais enfin,
souvent le soutien des professionnels agricoles, et qui au terme du temps passé à cet espace test, disent finalement oui, je peux y aller, je peux m'installer. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que faut-il toujours la barrière de l'âge, ou est-ce qu'on peut réfléchir autrement, se dire finalement on aide la transmission, mais est-ce qu'on aide la structure à se transmettre, ou est-ce qu'on aide la personne qui reprend cette structure? Voilà, c'est peut-être une autre réflexion, je la porte à votre connaissance, mais vous avez certainement dû y penser. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un autre modèle qu'il faut qu'on imagine. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé aussi sur le propos que vous tenez quand on parle de transparence et de connaissance d'exploitation à transmettre. Et moi, pour connaître bien le milieu, parce que c'était mon milieu pendant 25 ans, j'étais installé à mon compte sur une exploitation agricole, et pour avoir eu des responsabilités au sein de ce milieu-là, souvent, mais très souvent, pour ne pas dire toujours, quand on arrive dans les commissions de contrôle, de structure, de ce que vous voulez, accompagné de la structure que vous le souhaitez, souvent l'affaire est faite. Souvent l'affaire est faite, et c'est une histoire d'initié. C'est-à-dire que si vous arrivez là, alors en plus, si vous n'êtes pas dans le département concerné, que vous arrivez d'un autre département et que vous avez vu sur Internet qu'il y avait une exploitation qui pouvait céder à tel endroit, à tel montant, très souvent, excusez-moi, mais vous arrivez juste pour regarder, valider ce que les initiés locaux ont décidé entre eux. Alors c'est un peu dur mon propos, mais hélas, c'est très très souvent le cas. Donc moi je pense que la transparence c'est une chose, mais il faut la transparence jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement connaître la structure, il faut aussi se mettre autour de la table avec la volonté de vouloir installer quelqu'un d'autre, peut-être pas avec la même peut-être pas avec la même imagination que ce qui existait jusqu'à aujourd'hui sur cette structure-là. Une ouverture d'esprit peut-être, parce que force est de constater que si on continue de vouloir transmettre un modèle agricole à bout de souffle, forcément, on fera toujours ce même constat de se dire que nos exploitations sont intransmissibles et que la ferme France est en déclin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur de la Commission des affaires économiques. Évolution des structures et des modèles qui sera sans doute forcée par les effets du réchauffement climatique aussi. Moi, je suis sur des terres dans le Jura où j'ai des agriculteurs qui se demandent si la production de comté sera toujours possible dans quelques décennies. Pour terminer, Jean-Marie Mison. Merci Madame la Présidente. Merci à Monsieur le Premier Vice-président et à l'ensemble de ceux qui ont travaillé sur ce rapport. La France est un pays agricole de longue date et depuis un peu moins longtemps, elle est aussi un pays touristique. Et l'agritourisme est une formule d'activité qui se développe beaucoup chez nos voisins. Je pense en particulier à l'Italie. Pensez-vous, Monsieur le Premier Président, que c'est une diversification qui a de l'avenir et qui est de nature à faciliter l'installation de nouveaux agriculteurs? Il en est de même, si je puis dire, dans un autre registre de l'énergiculture, qui trouve également un développement important de notre pays. Merci. Merci Jean-Marie. Monsieur le Premier Président, une foule de questions. Oui, et de réactions, parce qu'en réalité, ce que je note surtout et qui est positif, c'est que ce débat alimente le débat, alimente votre propre réflexion. C'est somme toute la vocation essentielle de nos rapports faits à la demande du Parlement. Alors, je ne vais pas d'ailleurs avoir réponse à toutes les questions pour une raison simple, c'est que ce rapport, d'abord, il se suffit assez largement à lui-même, il contient beaucoup d'informations, et surtout parce qu'en fait, nous n'avons pas abordé tous les sujets. Le champ du rapport, il a été déterminé avec les sénateurs qui sont à l'origine de la saisine, M. Seguin, sénateur de l'Orne, et M. Joly, sénateur de la Nièvre, et la Cour a proposé, à partir de dialogue avec eux, je crois, monsieur le sénateur, de couvrir l'ensemble de la politique d'installation des agriculteurs, la transmission des exploitations, les sénateurs ayant finalement fait état de leur préoccupation quant au faible taux de recours à la dotation jeune agriculteur. C'est comme là-dessus que le rapport est centré, donc il n'a pas réponse à tout, hein, bien sûr. Il n'est pas apparu souhaitable d'aller au-delà de ce paramètre déjà ample et qui conduit à examiner, à tirer pas mal de fils de questions nombreuses et complexes, comme le montre le rapport. Je signale que la Cour a par ailleurs réalisé un travail sur le revenu des éleveurs, qui sera prochainement publié, et qu'elle engage une enquête sur la compétitivité de l'agriculture française, qui permettra par exemple de traiter les questions évoquées par plusieurs sénateurs,
deux derniers intervenants, qui contribueront à éclairer les citoyens et les pouvoirs publics sur ces questions. Il est hors de question, Madame la Présidente, qu'on puisse imaginer qu'il n'y aura pas de comté dans quelques décennies dans le Jura. Pour l'ancien élu de Franche-Comté que je suis, c'est vraiment... Là, vous m'avez porté un choc inadmissible, et donc il faut vraiment que la Cour contribue à cette question. J'observe une convergence entre vos analyses et les nôtres, par exemple sur la capitalisation des structures, qui peut être accompagnée par de nouvelles formes sociétaires et de financement. Il peut aussi y avoir des solutions relais ou intermédiaires, de location du foncier, de l'appareil productif. Il faut utiliser toute l'innovation organisationnelle et financière disponible, et aussi développer de nouveaux collectifs de travail. Je pense notamment à la combinaison entre l'exploitant et le salarié. Vous m'avez aussi interrogé sur la question de l'accompagnement, en vous posant la question d'abord si avec la baisse des effectifs des chambres d'agriculture, l'accompagnement est pertinent. Et il me semble que la Bretagne est plutôt un bon exemple en la matière. En tout cas, nous l'avons singularisé comme tel, de travail efficace de chambres d'agriculture, avec notamment une organisation régionale, un guichet d'accueil qui associe d'autres organisations comme Agribio, un travail sur l'émergence, une association des partenaires à la formation. Je ne dirais pas que c'est un modèle, mais en tout cas, ça prouve qu'on peut faire mieux avec une amélioration de l'efficience. Il y a sûrement d'autres cas, je ne les connais pas, où il y a des moyens aussi importants et moins efficaces. Donc, je rejoins le diagnostic qui est que ce n'est pas la question des moyens qui est primordiale, mais plutôt celle de la qualité du travail. Pour ce qui est du guichet unique, l'important, c'est l'adaptation locale. Il reviendra à l'État et aux collectivités, dans le cadre de la négociation en cours et à venir, de définir la meilleure organisation entre la DDT et la Chambre. Pour ce qui est du rôle des chambres d'agriculture et des problèmes de moyens, demain, les régions, en fait, vont jouer le rôle des DDT, à elles de s'organiser et d'organiser leurs relations avec les chambres d'agriculture et les autres structures d'accompagnement, d'où l'importance également d'un suivi national pour s'assurer qu'il y ait homogénéité, pour diffuser les bonnes pratiques. Ça rejoint là les recommandations que nous faisons in fine dans notre rapport. Pour ce qui est de l'adaptation au climat, de toutes les préoccupations agroécologiques, il m'a semblé, dans la présentation que j'ai faite, avoir souligné ce sujet qui notamment portait sur la troisième partie. Mais en tout cas, le rapport est là-dessus assez clair. Nos orientations vont dans ce sens, c'est-à-dire des diagnostics agro sur les risques, sur le sol qui vont être faits. Les plans d'entreprise doivent tenir compte de la durabilité environnementale du modèle. Et je rappelle que c'est une obligation européenne qui est inscrite dans le plan stratégique national, le PSN, qui met en œuvre la PAC en France. Donc, je pense que c'est souligné dans la synthèse. C'est très clairement l'orientation de ces travaux, et vous avez raison de le souligner, de nous demander d'aller fortement dans ce sens. Pour ce qui est des fils d'agriculteurs dans la transmission, observons, je le dis au sénateur Billac, que des candidats hors cadre familial, leur nombre a progressé de 26% à 34% du nombre de DJA. Ce sont ces candidats-là qui expliquent la hausse du nombre de DJA. Donc, bien sûr, c'est un modèle qui reste très important, voire prépondérant, mais malgré tout, il y a une diversification qui est en train de se faire. Et pour ce qui est d'éviter la découpe, là encore, question du sénateur Billac, c'est bien le sens du rapport, qui est de proposer un bouquet pour mieux accompagner, avec un diagnostic d'exploitation, quelques années avant la retraite, avec une information sur le dispositif, avec des aides économiques aux cédants qui veulent transmettre et non seulement vendre, avec une aide à l'accueil de nouveaux agriculteurs, des espaces tests, du tuilage. Et encore une fois, j'ai souligné dans ma présentation, j'espère suffisamment, la diversité des préoccupations qui pouvaient être ceux du cédant et la nécessité d'anticiper précisément pour éviter cette tendance néfaste que vous soulignez, pour conserver la surface agricole et pour la faire muter vers la durabilité qu'évoquait votre voisine. Pour ce qui est des expériences étrangères, nous avons en effet regardé dans plusieurs pays. Nous avons regardé l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Danemark. En Espagne, il y a une bonification pour les jeunes agricultrices. En Italie, il y a un guichet unique pour les aides à l'installation et l'investissement. Au Danemark, pas d'aide compensatoire, uniquement une aide substantielle à l'installation. Un modèle qui nous est propre dans ce contexte.
Pour ce qui est de l'idée qu'il y a un autre modèle à imaginer, en se basant notamment sur les espaces tests, c'est bien le sens de nos recommandations de favoriser les partenariats avec toute la diversité des structures d'accompagnement, avec des structures différentes, comme les espaces tests, qui répondent à des profils nouveaux, donc qui sont très clairement encouragés. Plusieurs d'entre vous l'ont évoqué, et l'existence d'initiatives locales que les régions devront aussi prendre en compte et mieux associer. Encore une fois, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Certaines sont dans le rapport, d'autres sont dans votre rapport, d'autres sont dans des contributions de la Cour. Nous serons toujours disponibles pour participer à vos travaux. Et je dois dire, je parle sous le contrôle de la présidente et des équipes, que c'était un travail particulièrement intéressant et enrichissant, comme beaucoup de ceux que nous menons sur ce sujet, parce qu'en effet, je ne vais pas filer la métaphore comme le sénateur Pillac sur l'indépendance stratégique et l'indépendance alimentaire, mais c'est un sujet tout à fait fondamental. On a en effet divisé par 5 le nombre d'agriculteurs depuis 70 ans. C'était d'ailleurs un des objectifs de la PAC, en réalité, qui était de permettre de faire muter le modèle en bon ordre, en gardant et même en enrichissant la production agricole, mais il y a aussi sans doute un minimum, et nous ne sommes pas loin d'y être, et il y a des choses à conserver, il y a des mutations à accompagner, et il faut le faire en regardant l'avenir, c'est-à-dire effectivement cette durabilité, et en ayant la préoccupation des hommes et des femmes, tant les cédants que les installants, avec les 3 orientations que nous avons soulignées. J'espère que ce rapport permettra en effet, ça a été dit par plusieurs, de réfléchir au modèle agricole de demain, et la Cour sera très heureuse de continuer à contribuer à cette réflexion. Merci, Monsieur le Premier Président. Je renouvelle nos remerciements à l'ensemble de la Cour des comptes. Je vous propose, chers collègues, d'autoriser la publication de l'enquête de la Cour des comptes en annexe au rapport d'information des rapports spéciaux. Merci à toutes et tous de votre intérêt sur ce sujet. Et j'imagine bien que cette enquête va étayer d'autres propos par la suite. Grand merci à l'ensemble de la Cour des comptes. Nous allons poursuivre, chers collègues.